Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. Alors j'aurais aimé débuter ce reading vlog un peu plus tôt cette semaine puisque là nous sommes dimanche, mais on va dire que cette semaine physiquement ça a été compliqué parce que j'ai eu des gros problèmes de sommeil, d'insomnie, ce qui fait que j'ai eu énormément de migraines à cause de ça vu que je ne dormais pas assez, donc ça a été une semaine un petit peu merdique. Là nous sommes dimanche et j'ai réussi à dormir à peu près correctement. Je suis allée faire une petite séance de sport, ça m'a fait du bien, donc je me suis dit ça y est c'est bon, je vais pouvoir démarrer le reading vlog. Je me sens un petit peu mieux dans ma peau, donc c'est parti. Alors du coup je vais déjà vous présenter un titre que je voulais lire dans ce reading vlog mais qu'au final j'ai déjà terminé parce que écoutez, je l'ai dévoré, j'attendais vraiment cette publication avec énormément d'impatience. C'était un livre, je savais que j'allais mettre 5 étoiles, c'était obligé parce que c'était une relecture et vraiment ça a été un pur bonheur de retourner dans cet univers. Donc je vous en parle juste après, mais j'ai bien évidemment lu La Guerre du Pavot R.F. Kuang qui est donc le premier tome de cette trilogie de Dark Fantasy, donc je vous fais ma petite review juste après. Et alors après sinon, pour cette petite pile à lire de cette vidéo, j'ai décidé de mettre évidemment un autre 5-star prediction vu que c'est le tome 3 d'une série que j'adore, d'un auteur que j'adore, et je me suis dit mais je croise les doigts pour que cette série se termine en beauté, pour que je passe un très bon moment de lecture. Je vous disais ça tombe super bien vu que j'ai terminé ça hier et j'ai eu un petit colis dans ma boîte aux lettres des éditions Léa qui m'ont envoyé du coup ce titre là hier aussi, ce qui fait que je l'ai démarré instantanément après l'avoir reçu. Du coup vraiment trop contente d'avoir reçu ce service de presse, donc merci à eux de me l'avoir envoyé. Je suis hypée de fou pour terminer cette série, je suis trop contente de retourner dans cet univers, de retrouver les personnages. Si jamais vous aimez la fantasy viking, la fantasy avec une inspiration nordique, avec des dieux géants, genre ce qu'on peut retrouver sur les couvertures, et bien c'est vraiment ce qui se passe dans le livre, hein. C'est vraiment des petits monstres qu'on peut retrouver dans cette série. Je suis trop contente, vraiment. Alors je l'ai à peine débuté hier soir parce que j'ai lu quand même plus de 100 pages de La Guerre du Pavot et on va dire que j'avais envie de digérer un petit peu ma lecture avant vraiment de me replonger dans une autre lecture, donc je l'ai démarré un tout petit peu hier, j'en suis à la page 46 chapitre 4, donc ça je vous en reparlerai bien comme il faut un peu plus tard dans la vidéo, mais trop hypée par cette lecture, vraiment je suis trop contente, je suis trop contente de la démarrer. Et ensuite je me suis dit que j'allais lire une troisième lecture pour cette vidéo, mais je savais pas vraiment quel titre pourrait être un 5-star dans ma pile à lire ou dans les prochaines sorties en fait qui arrivaient là la semaine prochaine ou alors début juin. Et alors je me suis dit que j'allais demander du coup aux personnes qui me suivent sur Patreon, j'ai fait un petit sondage de 4 titres et le titre qui a été choisi c'est Fantasma de Kelly Smith, donc qui est sorti récemment aux éditions Addictasie, donc c'est un premier tome de série de Dark Romantasy. Et alors je vous l'avais dit quand je vous l'avais présenté dans mon vlog quand je suis allée chercher en librairie, c'est que ça me tente énormément parce qu'on a comparé cette série aux séries de Stephanie Garber, donc soit à Caraval ou alors à Il était une fois un cœur brisé, mais version dark, version sombre, version un petit peu plus creepy. En plus de ça, ça se passe dans une sorte de manoir hanté, on va parler vraiment de beaucoup de créatures différentes. Donc j'ai très hâte, il y a une compétition à mort, un pacte avec le mal. Je pense clairement que ça peut me plaire, donc je pense qu'ils ont plutôt bien choisi en prévision de 5 stars, donc j'espère vraiment que ça va me plaire. C'est quand même une belle briquette aussi, ça fait 504 pages, mais écoutez, en ce moment je lis les briquettes extrêmement rapidement, j'arrive à me plonger dans mes lectures vraiment très facilement, donc je suis trop contente. Donc j'ai même pas peur de me lancer dans cette petite briquette de 500 pages parce que 500 pages ça va encore. Donc voilà pour ma lecture en cours, la prochaine lecture qui va m'accompagner dans cette vidéo. Du coup je vais vous faire mon avis sur La Guerre du Pavot et ensuite j'ai également d'autres petites choses à vous partager vu que j'ai acheté des petites choses et j'ai également reçu un autre service de presse, donc il y aura une petite partie boucle juste après. Revenons-en à cette petite briquette, à ce petit pavé que j'ai terminé hier et pour lequel j'ai donné 5 étoiles. Donc déjà première lecture de validée pour ce reading vlog. J'ai évidemment redonné 5 étoiles à cette relecture parce que moi, comme j'ai dit sur Goodreads, je trouve que l'une des plus grandes qualités de R.F. Kuang, c'est la puissance des mots qu'elle peut mettre dans ses écrits, à quel point elle arrive à nous faire ressentir énormément d'émotions, tout en dénonçant vraiment beaucoup de choses, et là notamment c'est la guerre, les atrocités de la guerre,
tout ce qui se passe en fait vraiment pendant ces moments-là, et c'était vraiment trop bien. Alors si jamais vous ne connaissez pas cette série, on est dans un premier tome de trilogie et c'est une dark fantasy qui va parler de guerre principalement. Alors on a plusieurs parties on va dire dans ce roman. On a une première partie assez initiatique où on va suivre notre personnage de Rin, qui est une jeune fille qui va potentiellement devoir subir un mariage forcé avec un homme qui a 3 fois son âge. Elle n'a absolument pas envie de se marier, donc elle va proposer un petit ultimatum à ses parents adoptifs et elle va dire: si jamais je réussis l'examen extrêmement compliqué pour entrer dans les académies de guerre, eh bien je ne serai pas obligée de me marier. Les parents adoptifs vont finir par accepter un petit peu ce deal là, et pendant 2 ans, donc de ses 14 à ses 16 ans, elle va énormément travailler pour réussir ce concours d'accès aux académies de guerre, et elle va avoir une sorte de précepteur qui va l'aider, qui est pas forcément son précepteur de base, mais voilà, il va finir par l'aider quand même, suivre un petit peu ce moment-là de sa vie où elle va énormément étudier. Elle va finir par réussir ce concours et accéder à l'une des académies de guerre les plus prestigieuses qui s'appelle Singard. Donc pendant la première partie du livre, on va suivre un petit peu son intégration dans cette académie de guerre qui va être assez compliquée, vu qu'elle va se retrouver avec des enfants de personnes extrêmement haut placées, notamment des enfants de chefs de guerre, et donc forcément elle ne se sent pas du tout à sa place. Je suis désolée si jamais vous entendez Yoshi miauler en bas, donc je sais pas pourquoi il miaule comme ça. Bref, du coup forcément elle se sent pas vraiment à sa place vu qu'elle c'est une sudiste. En plus de ça, elle a pas vraiment la même teinte de peau qu'eux, vu que forcément elle vient du sud, donc elle a la peau assez bronzée, et tous les enfants de chefs de guerre, tout ça, sont extrêmement blancs de peau. Donc ils la traitent de paysanne, ils mettent clairement de côté, ils pensent qu'elle n'a clairement pas sa place. Donc elle va devoir vraiment faire beaucoup d'efforts pour réussir dans cette académie, et en plus de ça, le concours donne accès à cette académie, mais on va dire que la première année est quand même assez décisive, vu qu'à la fin de la première année, si vous n'avez pas un maître qui vous accepte en tant qu'apprenti, et bien vous rentrez chez vous. Donc il faut vraiment se donner à fond pendant la première année, se donner à fond au niveau des examens de la fin de la première année, finir par continuer quand même dans cette académie. Donc on va voir avec quel maître elle va un petit peu se lier, qu'est-ce qu'elle va étudier en fait après sa première année. On va dire que après cette première partie, vous avez une deuxième partie où il y a vraiment une guerre qui démarre, une guerre entre 2 pays. En fait, on comprend grâce au cours que suivait Rin à l'académie, on a eu beaucoup d'informations au niveau géopolitique, au niveau histoire, on comprend un petit peu les tensions qu'il y a entre plusieurs pays, et donc au niveau de la deuxième partie, vous avez vraiment le début d'une guerre, et donc on va suivre vraiment toutes ces tensions. Rin, bien évidemment, va devoir participer à la guerre vu qu'elle est techniquement une soldate de l'Empire. Donc l'histoire vraiment démarre, on va dire, à partir de ce moment-là, je trouve, et c'est notamment à partir de ce moment-là que l'autrice dénonce énormément de choses qui sont liées à la guerre, notamment toutes les horreurs de guerre. Il y a vraiment des passages qui sont extrêmement décrits, qui sont vraiment difficiles à lire. C'est une dark fantasy, donc vraiment faites attention à vous si jamais vous êtes assez sensible. Donc tout ce qui est description d'horreurs de guerre, c'est vraiment assez explicite. Il y a également de la mort animale, il y a également des viols, donc vraiment faites attention si jamais c'est des sujets que vous n'aimez pas retrouver dans les romans. Mais je trouve que c'est vraiment bien fait de la part de l'autrice, parce que elle nous met vraiment mal à l'aise quand on lit ces passages là, mais c'est clairement fait exprès, parce que c'est clairement ce qui peut se passer en fait en temps de guerre. Par rapport à l'histoire, par rapport au lore que l'autrice a mis en place dans cette série, c'est noté qu'elle s'est inspirée notamment de la deuxième guerre sino-japonaise qui a réellement existé, donc voilà, elle s'est inspirée quand même de faits réels. C'est aussi pour ça que ça met d'autant plus mal à l'aise quand on lit ce genre de passage. Et alors, sans forcément rentrer trop dans les détails, que je vous ai déjà dit pas mal de choses sur l'histoire, il faut savoir que vous avez un côté magie un petit peu dans cette série qui va être amené par le chamanisme, et donc on va apprendre des petites choses vraiment au fur et à mesure de ce premier tome. C'est vraiment limite une introduction un petit peu à ce côté-là de l'histoire. On a beaucoup plus d'informations d'ailleurs sur la fin du roman par rapport à ça, et c'est vraiment très bien fait. J'adore ce côté-là de l'histoire, j'adore quand l'autrice nous parle de chamanisme, la façon dont c'est fait, la façon dont les personnes peuvent utiliser des pouvoirs, la façon dont ils vont potentiellement être liés à des dieux, tout ça. Tout ce côté-là qui est extrêmement bien amené de la part de l'autrice. Vraiment beaucoup le style d'écriture de R.F. Kuang. De toute façon, c'était sûr que j'allais aimer ce livre-là parce que j'avais déjà donné 5 étoiles à ma première lecture il y a 5 ans ça, et c'est toujours le cas. Donc vraiment je suis toujours autant happée par cette histoire, happée par l'univers, happée par les personnages. Alors il y a des personnages qu'on déteste vraiment énormément, mais qu'on finit quand même par apprécier. En fait c'est vraiment des personnages hyper charismatiques, hyper gris, hyper humain en fait, tout simplement. Rin, c'est pas forcément l'un des personnages que vous allez le plus aimer dans cette histoire,
parce que elle va faire des choix qui sont très discutables, mais c'est quand même un personnage qu'on comprend et qu'on essaye de sympathiser un petit peu avec elle aussi. Un des personnages que j'ai le plus aimé dans ce titre-là, c'est Jiang, qui est notamment l'un des maîtres de l'académie de guerre de Singard. C'est vraiment un personnage que j'adore parce qu'il amène un petit côté décalé, il amène un petit côté plutôt humoristique, on va dire, dans le roman, et ça fait un peu du bien aussi, parmi toutes les thématiques assez importantes que l'autrice a amenées. Oui, évidemment, c'est un nouveau coup de cœur pour un titre de R.F. Kuang. De toute façon, j'ai adoré Babel, j'ai adoré Yellowface, j'adore sa série-là, donc j'ai trop hâte d'enfin avoir la suite, d'enfin pouvoir poursuivre cette série. Normalement, on a le tome 2 cette année. Ça doit sortir avant la fin d'année, c'est ce que De Saxus a dit, donc je peux que vous conseiller cette série si jamais vous aimez les histoires de Dark Fantasy, si jamais tous les trigger warnings que je vous ai énoncés ne vous dérangent pas trop, ou alors que vous vous êtes fait un mental d'acier au fur et à mesure de vos lectures, n'hésitez pas à foncer sur ce livre-là parce que vraiment il vaut la peine d'être découvert, il est vraiment génial, ça prend son temps, les chapitres sont extrêmement denses, ils font 20 à 30 pages, mais ça vaut la peine quand même d'être lu, n'ayez pas peur de cette briquette, n'ayez pas peur de vous lancer parce que il y a quand même beaucoup d'informations dès le début, mais vraiment, une fois que vous êtes installé dans le roman, c'est vraiment trop bien. Il y a vraiment des bons personnages à découvrir, il y a vraiment une très chouette histoire, donc foncez pour cette série, foncez pour cette série-là. On a enfin la chance d'avoir une retraduction, une republication là, de cette trilogie, donc vraiment ne passez pas à côté. Vraiment très contente déjà que cette première lecture soit déjà un 5 star, j'espère vraiment que ces deux lectures-là seront des 5 stars aussi. Donc voilà, on verra bien si jamais c'est le cas ou pas. Alors avant de vous présenter un petit peu mon book haul, je vais vous présenter un petit peu mon bullet journal puisque j'ai décidé de faire une page sur la guerre du pavot. Donc pas encore terminé, j'ai encore le reste de mon avis à noter. Mais du coup j'avais sorti l'image du livre et j'ai sorti quelques fanarts qu'on peut trouver notamment dans la version reliée je crois. Donc voilà, très contente d'avoir fait une petite double page comme ça pour ma lecture de la guerre du pavot. Et alors j'ai décidé également de faire une page sur ma lecture de la fureur des dieux. Donc là j'ai sorti les 3 petites images qui correspondent aux 3 tomes de la trilogie. J'ai également sorti 2 des 3 visuels en fait de cette série. J'ai sorti un petit bateau viking. J'ai sorti également des petits symboles comme ça. Donc là pareil, j'ai pas encore terminé la page. Mais je suis très contente de ce que ça donne. Vraiment j'avais trop envie de faire des spreads sur ces séries là parce que c'est des séries que j'aime vraiment énormément, donc très contente de les avoir fait. Du coup voilà pour les petits spreads par rapport à ça. Et alors j'ai fait mon mois de juin aussi, voilà, très simple. Toutes les sorties livresques qui m'intéressaient ici, j'ai mis des petits stickers et voilà, rien d'extraordinaire là pour le mois de juin, j'ai juste fait ça, donc... Du coup voilà pour le petit point bullet journal. Alors ensuite je voulais vous montrer, alors j'ai reçu un petit service de presse et après au niveau des achats j'ai une petite explication à vous donner par rapport à ce que j'ai acheté. Alors au niveau du service de presse que j'ai reçu également hier, c'est Les Vestiges du Temps de Rachel Moore. Ici un petit one shot de fantasy qui se passe à Pompéi. Donc on nous dit son cœur a été changé en pierre, elle le fera battre de nouveau. Le mythique vase de la Vénus Aurélia, dont la légende promet amour, richesse et reconnaissance à celui qui le trouve, n'a pas été vu depuis 1932. Près d'un siècle plus tard, Margot Rod décolle pour Pompéi avec sa classe, après être tombée sur le journal d'un jeune archéologue Van Keen. Mystérieusement disparue, elle n'a qu'une obsession, retrouver les 5 tessons du vase et le reconstituer. Alors qu'elle suit les instructions cryptiques du carnet, elle s'aventure dans un temple oublié et exhume une statue ressemblant étonnamment à Keen qui prend soudainement vie. Très différent de l'image sensible et poétique qu'elle s'en faisait, Margot découvre en Van un homme aussi rustre que charmant. Pour espérer réussir les impitoyables épreuves de Vénus, ils devront pourtant travailler ensemble et creuser dans les vestiges du passé pour que leur histoire ne tombe en ruine. Là vraiment très cool, j'ai jamais lu d'histoire qui se passait à Pompéi, donc j'ai vraiment très hâte de me le caser. Et alors j'ai pas encore lu l'autre titre de l'autrice qui est La Bibliothèque des Ombres, je vous mettrai l'image juste ici. Donc je me suis dit si jamais j'aime bien la plume, j'aimerais bien me prendre celui-là peut-être pour l'automne, parce que je crois que c'est une histoire avec un fantôme ou un esprit, quelque chose comme ça parle de bibliothèque, donc je me dis que ça peut me plaire. D'abord lire ce titre-là pour voir si la plume de l'autrice me plaît. Et alors du coup je vais vous teaser un petit peu parce que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, je voulais vous en parler potentiellement dans mon Monthly Reset pour vous dire un petit peu ce que je prévoyais comme vidéo pour l'été. J'ai très envie de commencer une série de vidéos où chaque épisode va être basé sur ma lecture de série complète. Donc en fait j'ai très envie de faire épisode 1, je lis telle série, épisode 2 je lis telle série, épisode 3 je lis telle série et vraiment essayer, alors je sais pas si je vais
binge-read la série directement ou alors si je vais lire des petites choses, mais vraiment faire un vlog sur tous les tomes d'une même série. Donc j'ai très envie de commencer par une série que j'avais déjà débutée en anglais, sauf que je n'arrive pas à aller vers la suite en anglais parce que c'est des briquettes et que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le temps de consacrer autant de temps de lecture à des livres en VO comme ça. Donc je me suis dit, bon, la série a été publiée totalement en français, j'ai adoré le premier tome, ça a été vraiment un coup de cœur, donc je vais me reprendre cette série en français, comme ça je vais pouvoir la lire potentiellement dans une vidéo comme ça, donc je pense que ce sera l'épisode 1 de cette série de vidéos qui arrivera pour l'été. J'ai pris le tome 1 et le tome 2 et la maison d'édition a décidé de m'envoyer le tome 3 pour que je puisse faire cette vidéo, donc j'attends le tome 3 tranquillement. Donc pris la série de Fandali, voilà. Donc j'ai pris le premier tome avec La Cité de Jade et le tome 2 qui est La Guerre du Jade. J'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome, j'avais vraiment adoré, il y avait vraiment des personnages hyper bien construits, hyper bien charismatiques. On est plus sur une sorte de fantasy urbaine on va dire. C'est pas de l'urban fantasy parce que ça se passe pas dans notre monde, c'est vraiment un monde totalement créé par l'autrice, mais c'est quand même quand on dit fantasy urbaine, c'est-à-dire que c'est vraiment en ville. Ça pourrait être notre monde puisque il y a des voitures, il y a des motos, il y a des téléphones, enfin ce genre de choses, mais c'est quand même un monde totalement inventé. Ce que j'avais vraiment adoré dans cette histoire, c'est qu'on a vraiment un côté un petit peu mafia, un petit peu gang, et on a ce côté magique avec l'utilisation du jade qui donne des capacités aux gens qui ont cette pierre. Donc c'était vraiment trop bien, j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et je vais enfin pouvoir poursuivre cette série, comme ça je me suis dit en français je lis ça vraiment beaucoup plus vite, donc voilà, je vais me poser pendant l'été et je vais essayer de lire la totalité de cette trilogie, sachant que c'est des énormes briquets donc va quand même me falloir un peu de temps de lecture. Le premier tome fait quand même 632 pages et le deuxième tome je crois qu'il fait 700 et quelques. Il fait 760 pages, voilà, et je crois que le tome 3 c'est le plus gros de la trilogie, donc évidemment ça va me prendre pas mal de temps de lecture, mais je peux pas savoir à quel point j'ai hâte de retrouver cet univers, donc je pense faire des vidéos avec et sans spoiler en fait des séries que je vais lire tout simplement. Je pense faire un début sans spoiler, où du coup je lis le premier tome, je vous fais un résumé bien comme il faut, etc. Je vous donne mes premiers retours, après je ferai une partie avec spoiler pendant la fin de ma lecture du tome 1, à chaque fois que je passerai au tome d'après, je vous referai une petite partie sans spoiler pour vous donner mon avis complet. Et que sur YouTube en fait on peut mettre des timers au fur et à mesure de la vidéo, donc je pense faire ça. Comme ça si jamais vous avez lu la série, vous pouvez avoir mon retour complet sur la trilogie, où je vais vraiment pouvoir vous parler des tomes 2 et 3, parce que si jamais je fais une vidéo sur la trilogie, où je fais sans spoiler totalement, je vais pas vraiment pouvoir vous donner mon ressenti sur le tome 2 et 3. C'est toujours embêtant. Donc je pense faire comme ça, et si jamais vous avez lu que le premier tome, vous pourrez regarder que la partie avec le premier tome, et quand vous aurez lu le tome 2, vous pourrez regarder la partie suivante, etc. Je pense que c'est l'une des meilleures façons de faire pour moi quand je vais faire ce genre de vidéo, parce que bah, ce sera des séries qui seront déjà terminées en français depuis plus ou moins longtemps. D'ailleurs je me suis déjà noté plusieurs séries de livres que j'aimerais lire pour cette série de vidéos sur la chaîne. Si jamais vous avez des recommandations à me faire de séries qui sont terminées dans le genre de fantasy, dark fantasy, urban fantasy, romantasy, vraiment tout ce genre là, ce que je lis habituellement, voilà, n'hésitez pas à me faire des recos dans les commentaires. Si jamais c'est une série que vous n'avez pas vu passer sur la chaîne et que vous voulez vraiment que je découvre parce que c'est l'une de vos séries préférées par exemple, n'hésitez pas à me faire vos recos dans les commentaires, comme ça je pourrais ajouter des séries à ma longue liste parce que j'en ai déjà noté pas mal. J'ai quand même noté plusieurs titres de fantasy. J'ai vraiment trop hâte de commencer en fait cette série de vidéos là. C'est ça que j'hésite en fait à faire une vidéo sur une pile à lire estivale, puisque j'ai pas forcément envie de vous spoiler les vidéos de ce genre et vous dire vraiment tous les titres que je compte lire, et j'ai très envie en fait de lire ça et peut-être un peu de romance. Je pense que ça va clairement être mon mood pour les mois d'été, ça va être lire des bons titres de fantasy et espacer un petit peu les séries avec des titres de romance ou de romantasy assez light et qui se lisent bien. Donc oui, je pense que ça va être ça, donc je suis pas sûre de faire une vidéo pile à lire estivale. Normalement je compte lire ça très bientôt, donc je pense que l'épisode 1 arrivera normalement au mois de juin sur la chaîne. Voilà pour cette très longue intro de vlog, mais bon, je vous ai déjà donné un avis, je vous ai montré vraiment pas mal de choses. Du coup moi je vous retrouve très vite dès que j'ai avancé dans ma lecture du John Gwynne. Nous sommes dimanche, donc sachez que mon emploi du temps de cet après-midi c'est ça, voilà. Donc je vais pouvoir bien avancer là cet après-midi, je suis vraiment trop contente. Je reviens vous voir soit demain soit après-demain pour vous faire un deuxième update.
C'est parti pour vous faire un petit update par rapport à mes lectures. J'ai avancé tranquillement dans ma lecture de La Fureur des Dieux de John Gwynne. Je suis arrivée page 198, donc au chapitre 29. Et j'aime trop ma lecture. Je suis vraiment trop contente de retrouver les personnages, je suis vraiment trop contente d'être dans cet univers et il se passe tellement de choses. Je trouve que là, dans les 200 premières pages, il y a déjà eu tellement d'actions. Alors si jamais vous ne connaissez pas cette série, il faut savoir qu'on est dans une trilogie de fantasy avec une inspiration viking, avec de la mythologie nordique, où on va suivre 3 personnages principaux au début de cette histoire. Alors on a plus de POV par la suite, là notamment on a un POV qu'on n'avait pas au début. Donc on est clairement dans un roman choral, on va vraiment avoir des personnages qui sont à des endroits différents, qui n'ont pas du tout envie de faire la même chose, qui ont des quêtes vraiment propres à eux à chaque fois. Donc au début du roman, on va suivre le personnage de Orca, qui est une jeune femme qui va subir quelque chose d'horrible, vu qu'il va y avoir son mari qui va être assassiné et son fils qui va être enlevé. Et donc on va suivre un petit peu sa quête à partir de ce moment-là, parce qu'elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et les personnes qui habitent le village juste à côté de là où elle habitait avec sa famille n'ont pas forcément décidé de faire plus de recherches que ça par rapport au massacre qui a eu lieu. En tout cas, elle va se rendre compte qu'il y a plusieurs enfants en fait qui ont été enlevés dans les alentours. Elle va se mettre en route pour essayer de retrouver son enfant et donc elle va clairement essayer de comprendre ce qui s'est passé. Elle a une quête de vengeance également parce qu'elle souhaite venger la mort de son mari. Donc on va suivre son POV à elle. Il faut savoir que Orca c'est l'un de mes personnages préférés parce que je trouve que on s'attache très vite à elle, même si c'est quelqu'un d'assez froid, c'est quelqu'un d'assez renfermé qui aime pas forcément plus que ça le contact avec les gens, mais je trouve que par rapport à sa situation et par rapport aux actions qu'elle va faire, c'est extrêmement facile de s'attacher à elle, donc clairement l'un de mes personnages préférés. Vous avez le point de vue de Varg qui a également une sorte de petite mission de vengeance puisque sa sœur a été tuée. Il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, donc c'est difficile pour lui d'assouvir sa vengeance vu qu'il ne sait pas qui a réellement tué sa sœur. Donc son but ça va être de trouver quelqu'un qui va pouvoir lui faire revivre les derniers instants de sa sœur, et il y a notamment certaines sorcières en fait dans cet univers là qui vont être capables de faire une sorte de rituel, faire revivre en fait ce que sa sœur a vécu juste avant sa mort. Et donc il va finir par trouver une sorcière comme ça qui fait partie de la confrérie du sang, qui est une sorte de groupe de mercenaires, et donc au fur et à mesure il va rentrer dans ce groupe là. Donc on va suivre un petit peu ses péripéties à partir de ce moment là parce qu'il va juste essayer de survivre aux différentes missions que la confrérie du sang va faire, et également essayer d'avoir justement ces rituels de la part de la sorcière pour essayer d'assouvir sa vengeance. Avec ce point de vue là c'est quand même hyper intéressant parce qu'on a un côté assez brutal avec la confrérie du sang, parce que clairement ils n'hésitent pas à faire plein de boulot immonde pour juste gagner de l'argent. Et également un côté fin de famille qui était vraiment très bien amené, qui était vraiment très chouette, donc j'ai vraiment beaucoup aimé son point de vue là. Et alors le point de vue avec lequel j'ai eu du mal au début du premier tome, c'était le point de vue de Elvar, qui est une jeune femme dont on sait pas forcément grand chose au tout début du tome 1. On comprend au fur et à mesure que c'est la fille d'un jarl et qu'elle essaye un petit peu de prouver sa valeur, et qu'elle est également rentrée dans une sorte de compagnie de mercenaires qui n'est pas la confrérie du sang, qui est vraiment une autre compagnie, et donc elle essaye de prouver sa valeur en tant que membre de cette compagnie là. Donc on va la suivre, on est beaucoup plus sur les mères avec son point de vue à elle, donc c'est aussi hyper intéressant, ça change des 2 autres points de vue. Donc vous vous en doutez, au fur et à mesure les personnages vont potentiellement finir par se croiser, vont y avoir des choses qui vont se passer dans le récit qui vont donc rapprocher nos personnages. Ce qu'il faut savoir également dans cet univers, c'est que l'histoire se passe après le Ragnarok, donc après la fin des dieux, ce qui fait que toutes les personnes qui essayent de prier encore les anciens dieux sont quand même très mal vues. Il y a vraiment beaucoup de dieux différents, il y avait un rat, il y avait un ours, il y avait un aigle, il y avait un serpent, il y a vraiment beaucoup de dieux différents. Donc dès qu'on montre qu'on est en train de prier l'un de ces dieux, on est extrêmement mal vu. Vous avez notamment des personnes qui sont techniquement les descendants des dieux, qui sont capables de faire des choses que les êtres humains basiques ne peuvent pas faire notamment, et on va dire qu'ils sont extrêmement pourchassés et ils sont soit tués soit gardés en tant qu'esclaves. C'est pas forcément très cool pour eux, hein. Ils sont appelés les corrompus d'ailleurs, donc autant vous dire que voilà, on les classe directement dans les personnes à ne pas fréquenter, les personnes dont il faut se méfier. Il y a également des créatures dans cette histoire qui sont appelées les Vaisen, qui sont capables de parole. D'ailleurs avec le personnage de Orca on va en rencontrer un dès le début du roman du tome 1, donc oui, il y a vraiment pas mal de petites choses qui tournent autour de cette mythologie nordique, mais l'auteur a vraiment remanié ça à sa manière, et donc il y a pas mal de choses qui tournent autour des dieux, autour des descendants des dieux. Vraiment que le premier tome est assez introductif au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue globale de la série, parce que croyez-moi, à la fin du premier tome, tout ce que vous avez envie de faire c'est d'enchaîner avec la suite. Donc là clairement j'avais trop hâte de lire ce tome 3, parce que pareil au niveau de la fin du tome 2 il se passait un truc
j'avais très envie de voir ce qui allait se passer par rapport à cette fin là, et vraiment le tome 2 je pensais que ça allait clairement être un tome un petit peu de transition, parce que c'est souvent le cas dans les tomes 2 de trilogie. Au final c'est pour l'instant mon tome préféré de la série parce qu'il y a eu tellement de choses incroyables qui se sont passées dans le tome 2, c'était bourré d'action, on a vraiment avancé au niveau des arcs narratifs des personnages, c'était vraiment incroyable, j'avais vraiment adoré le tome 2. Donc là je sais pas si le tome 3 va réussir à dépasser ce tome 2 ou pas, en tout cas pour l'instant c'est bien parti. Je trouve qu'on avance quand même énormément au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, il y a énormément de péripéties, il y a vraiment beaucoup d'action déjà là dans les 200 premières pages. J'ai très peur pour nos personnages, donc j'ai un petit peu peur de terminer le roman quand même parce que j'ai pas envie que certains personnages souffrent. Je me suis vraiment beaucoup attachée à certains personnages, donc ça va être un petit peu compliqué s'il y a des personnages qui vont pas avoir une fin satisfaisante pour moi. Alors je vous conseille, si jamais vous souhaitez lire cette série, de lire les tomes de façon assez rapprochée parce qu'en fait on a une multitude de personnages secondaires qui sont hyper intéressants et qui sont hyper bien construits, mais je trouve que c'est difficile des fois de, par exemple là, de me remémorer vraiment qui était qui au niveau personnage secondaire dans ce tome 3. C'était un petit peu la galère au début, donc ça va, j'ai réussi à bien me remettre dans le récit, et en plus de ça il y a eu un récap de ce qui s'est passé en fait dans les tomes précédents au tout début de ce tome 3, donc ça c'est trop bien. Donc ouais, je vous conseille vraiment de pas forcément laisser trop de temps de lecture entre les tomes de cette série parce qu'il y a vraiment pas mal de personnages. C'est pas forcément au niveau de l'intrigue, vous allez pas forcément vous sentir perdu. Je trouve qu'au niveau des personnages, au niveau des noms des personnages aussi, c'est peut-être un petit peu compliqué de vraiment tout retenir si jamais vous laissez énormément de temps entre les lectures des tomes 1, 2 et 3. Donc ouais, et n'hésitez pas à binge-read un petit peu cette série si jamais vous l'aimez vraiment beaucoup. Du coup voilà pour mon avis pour l'instant pour ce tome 3. Si jamais vous aviez aimé la série Viking ou alors si jamais vous aviez aimé le jeu God of War, foncez sur cette série. Clairement j'arrête pas de faire ces références à chaque fois que je parle de cette série, mais c'est vrai. Vraiment foncez sur cette série si jamais c'est des univers que vous avez aimés. Et alors j'aimerais trop également qu'il y ait l'autre série de l'auteur qui soit traduit en français. Alors j'ai encore la série Les Terres Bannies, je ne sais plus. Le livre des Terres Bannies, voilà, à continuer parce que j'avais lu uniquement le premier tome pour l'instant. Il faut vraiment que je reprenne cette série parce que là, en plus, elle est terminée d'être traduite, elle est complète, donc il faudrait juste que je me motive. Mais c'est juste que c'est des briquettes à chaque fois, donc forcément, à chaque fois, je me dis, ça va être super long de lire ça. Il y a une booktubeuse que je regarde en ce moment qui est en train de lire justement cette série. Elle vient de finir le tome 3. En fait, elle me redonne trop envie de me replonger dans cette série, donc j'ai vraiment très envie de me remettre à son autre série, là, une fois que j'aurai terminé celle-là. Donc pour son autre série, c'est une série en 4 tomes, là c'est une série en 3 tomes, et alors je sais qu'il y a une autre série qui, je ne sais pas si elle est terminée d'être écrite en anglais ou pas, mais clairement j'ai envie de lire tout ce que John Gwynne va pouvoir faire, donc oui, ça se rajoute tranquillement dans ma wishlist. J'espère qu'on aura également une traduction pour cette série là, mais je pense, parce que quand même John Gwynne, j'ai l'impression que c'est un auteur qui fonctionne vraiment bien en France aussi. Donc, enfin bref, très contente là d'avoir débuté ce tome 3. Je vais continuer ça tranquillement. Là je reviendrai vous faire un update. Je sais pas si je vais vous faire un update avant la fin ou alors si je termine le roman et je viens vous donner mon avis final après. On verra bien. Ce qui fait que voilà, j'ai lu déjà 200 pages de ça et j'ai également commencé du coup le troisième titre que je voulais lire dans cette vidéo, qui est donc Fantasma de Kelly Smith, qui est donc un premier tome de série de Dark Romantasy. Alors je trouve que ça se lit extrêmement vite. Je me suis posée juste hier pour le démarrer, je voulais juste voir un petit peu le style d'écriture et en fin de compte je suis déjà à la page 141 au chapitre 15. Donc oui, ça se lit vraiment très bien. Après c'est des pages assez petites qui sont pas forcément très remplies, donc je trouve que on tourne les pages assez vite aussi pendant notre lecture. Alors pour l'instant, j'aime plutôt bien ce que je lis. Je trouve vraiment, mais vraiment que ça a des vibes à Caraval au niveau du début en fait de l'histoire. Donc dans cette histoire, on va suivre deux sœurs qui sont Ophélia et Geneviève, qui viennent de perdre leur mère. Leur mère en fait au tout début du chapitre est raide morte là chez elle. Du coup forcément c'est un petit peu la panique, et en fait c'est un petit peu la panique parce que Ophélia va essayer de prendre les pouvoirs de sa mère avant qu'elle ne quitte son corps, de ce que j'ai compris. Vu qu'en fait on suit une famille assez particulière, on suit une famille de nécromanciens et nécromanciennes, et donc Ophélia, comme c'est la plus vieille en fait des enfants, c'est à elle
que revient les pouvoirs de sa mère, de mettre en place un petit rituel pour absorber ses pouvoirs, avant d'appeler qui que ce soit d'extérieur pour qu'il vienne récupérer le corps de sa mère. Donc c'est ce qu'on va suivre directement dans le premier chapitre. Ophélia va faire son petit rituel pour essayer d'avoir les pouvoirs de sa mère. Elle va avoir des pouvoirs. Alors je sais pas si elle avait déjà des pouvoirs avant ou alors si c'est uniquement les pouvoirs de sa mère qui lui donnent des pouvoirs magiques, je sais pas trop. Donc on sait qu'en fait elle est nécromancienne, pas forcément trop d'informations sur sa sœur Geneviève. Et donc suite au décès de sa mère, il va y avoir des personnes qui vont venir les voir pour leur expliquer que sa mère avait contracté un prêt qui n'est pas du tout remboursé et donc elles ont un mois à partir du moment où ils viennent les voir pour soit libérer la maison parce que la maison va être saisie, soit rembourser totalement le prêt. Donc forcément ça pose pas mal de petites problématiques parce que Ophélia n'a pas envie de quitter le manoir familial. Geneviève, elle, se dit que c'est peut-être l'occasion pour elle de se sortir un petit peu de la routine familiale et de partir voyager, essayer d'échapper peut-être au sort qui leur était réservé en tant que membre de cette famille-là. Donc elles se prennent un petit peu la tête par rapport à ça. Donc le lendemain, lorsqu'Ophélia va vouloir aller voir Geneviève pour essayer de mettre les choses à plat, essayer de discuter avec elle, elle va s'apercevoir que sa sœur n'est plus dans le manoir et donc elle va se demander où est-ce qu'elle a pu partir. Elle va fouiller un petit peu dans ses affaires et elle va lire son journal intime. Elle va penser que Geneviève est partie pour Fantasma, donc une sorte de jeu d'organiser et là ça se passe dans leur ville le soir même et donc Ophélia se dit mais c'est sûr en fait Geneviève est partie là-bas pour essayer de remporter ce jeu et pour potentiellement nous aider avec la situation familiale qu'on a en ce moment. Donc elle va essayer d'aller rechercher sa sœur sauf qu'elle ne sait pas forcément trop à quoi s'attendre dans Fantasma. On va essayer de comprendre les règles de ce jeu en même temps qu'Ophélia. On comprend qu'elle va rentrer dans une sorte de manoir hanté et en gros il va y avoir 9 épreuves à laquelle elle va devoir participer. Alors elle peut tout à fait dire qu'elle abandonne entre les épreuves mais une fois qu'elle est rentrée dans une épreuve, donc chaque épreuve va se dérouler chaque soir, une fois qu'elle est rentrée dans une épreuve, et bien soit elle fait un deal avec quelqu'un, soit elle gagne, soit elle perd mais on ne sait pas trop ce qui arrive lorsqu'elle perd. Donc il y a quand même eu des choses qui ont fuité par rapport au précédent jeu où apparemment il y a pas mal de personnes qui sont mortes suite à leur entrée dans ce jeu là. Elle n'est pas sûre à 100% que sa sœur est rentrée dans Fantasma mais elle se dit si jamais elle est rentrée il faut que je rentre également, il faut que je la persuade de sortir de là avant qu'il ne lui arrive malheur. Donc on va suivre son entrée là-bas et faire la connaissance d'autres participants et elle va également faire la connaissance de certaines personnes qui travaillent là-dedans. Faut savoir que ce jeu est organisé par des diables, ça pose quand même une ambiance assez creepy et elle va rencontrer également une sorte de fantôme puisque Ophélia grâce à ses pouvoirs elle peut sentir un petit peu les esprits, elle peut sentir les fantômes, elle peut voir vraiment plusieurs choses et donc il va y avoir un fantôme qui va potentiellement l'aider. Il s'appelle Blackwell et en fait elle l'a rencontré juste avant de rentrer dans Fantasma et donc quand elle va le voir là-bas elle va lui dire bon on s'est rencontrés hier, est-ce que tu pourrais pas m'aider à retrouver ma sœur, tout ça. Donc il va y avoir un petit lien qui va se créer entre les deux et il va essayer de l'aider tant bien que mal mais bien sûr il ne va pas forcément vouloir l'aider gratuitement très longtemps, il va lui dire que voilà il peut l'aider à retrouver sa sœur et à rester en vie jusqu'à la fin des jeux, jamais elle passe un pacte de sang avec lui. Donc on va suivre un petit peu toutes les magouilles de ce fantôme en même temps. Vraiment beaucoup pour l'instant avec le roman, c'est qu'on a une très chouette ambiance qui est amenée, vraiment une ambiance un petit peu creepy qui est amenée avec le roman. Il se passe des choses pas forcément très chouettes, notamment à un moment donné il va y avoir une goule qui va apparaître dans la chambre d'Ophélia et bien évidemment elle va avoir peur. On va suivre ses aventures dans ce manoir là et alors faut savoir que même en dehors des jeux il va y avoir des choses un petit peu étranges qui vont se passer, notamment dans l'aile où elle va être logée, dans sa chambre également. Donc en fait elle ne sait toujours pas si sa sœur est rentrée dans ce jeu ou pas parce que elle est rentrée avec un groupe précis et donc elle est dans une aile précise du manoir et elle ne peut pas sortir de cette aile avant le 5e jour de jeu. En fait son but c'est d'essayer de rester en vie jusqu'au 5e jour de jeu pour après aller voir sa sœur et essayer de lui dire faut qu'on sorte de là. Voilà. On peut se demander pourquoi participer à ce jeu et pourquoi en fait ça réglerait leur situation familiale. Le gagnant peut avoir son vœu le plus cher qui va être exaucé. Donc je pense que c'est pour ça que sa sœur serait venue en fait participer à ce jeu là. Donc voilà, il y a pas mal d'interrogations encore sur ce manoir, sur ce qui va se passer pendant les épreuves. Là je viens
de lire la première épreuve et c'est vrai que c'était assez angoissant la façon dont c'était amené. Apparemment les épreuves vont être liées à l'enfer, vont être liées en fait au cercle de l'enfer. Donc vraiment une très chouette ambiance. Si jamais vous voulez garder ce livre là pour l'automne, je pense que ça peut être vraiment très bien. En tout cas je suis très curieuse d'avancer également dans cette lecture parce que je me pose énormément de questions. Je me demande où est sa sœur, quels sont les véritables pouvoirs d'Ophélia, qu'est-ce qu'elle est réellement capable de faire en tant que nécromancienne. Seront les prochaines épreuves également de ce jeu, est-ce qu'elle va sortir du jeu avant ou pas, est-ce que le fantôme Blackwell va vraiment l'aider ou est-ce qu'il va chercher à la manipuler pour essayer de tirer profit un petit peu de sa situation familiale, je ne sais pas. Donc il y a pas mal de petites interrogations par rapport à ça. Je me demande également ce qui va se passer encore d'étrange dans sa chambre, dans l'aile où elle est logée. Donc je me pose vraiment pas mal de petites questions, je suis vraiment très contente de l'avoir commencé. Je pense clairement que c'est un roman qui va être hyper addictif parce qu'on a envie en fait de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir quelle sera la prochaine épreuve, on a envie de savoir si elle va retrouver sa sœur. Oui, on a quand même le côté qui ressemble à Caraval avec justement cette histoire des deux sœurs, le fait qu'elle rentre dans un jeu, tout ça. On n'a pas trop le côté un peu fairy tale comme ça, il y a quand même un bon côté creepy je trouve, mais ça amène une très chouette ambiance donc pour l'instant je suis très contente de cette lecture. On verra bien ce que ça donne par la suite, je ne sais pas si ça sera un coup de cœur ou pas, hein, vu que c'était un petit peu le but pour cette vidéo, mais pour l'instant j'aime vraiment bien. On va avancer tranquillement dans cette lecture et pareil je reviendrai vous faire un update un peu plus tard dans la vidéo. Je vous retrouve pour faire un dernier update dans ce vlog. J'ai terminé les deux lectures que je vous présentais la dernière fois, donc La Fureur des Dieux et Fantasma. Et alors il y a l'un des deux où j'ai mis 5 étoiles, l'autre où j'ai mis 4 étoiles. Je vous laisse un petit peu deviner. Mais sans grande surprise, évidemment, le coup de cœur, c'est La Fureur des Dieux de John Gwynne, donc le dernier tome de cette trilogie. Pour vous dire que je suis triste d'avoir terminé cette série, mais que vraiment l'ensemble de cette série, c'est une série chouchou pour moi. J'ai tellement aimé les personnages, j'ai tellement aimé tout ce que l'auteur a pu amener au niveau mythologique, au niveau des dieux, au niveau de l'intrigue générale de la série. J'ai vraiment adoré me plonger dans cette saga. C'est vraiment, je vous conseille énormément cette série si jamais vous aimez la mythologie nordique, si jamais vous aimez les vikings, si vous aimez les histoires d'epic fantasy, les histoires où il y a quand même pas mal d'action, où il y a pas mal de batailles. En parlant des batailles, je dois dire que mon auteur préféré pour écrire les scènes d'action et pour écrire les batailles, c'était toujours Sanderson, parce que j'adore sa façon de décrire un petit peu les scènes d'action, je trouve qu'on a vraiment l'impression d'y être. Et là franchement, entre R.F. Kuang et John Gwynne, c'est mes deux autres auteurs que j'adore pour décrire des scènes d'action. Parce que on a l'impression d'être une petite souris et d'être vraiment juste à côté de la scène d'action et de voir vraiment tout ce qui se passe devant nous. C'est bien décrit, tellement on a vraiment l'impression d'être avec les personnages pendant cette scène-là. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore retrouver dans les séries d'epic fantasy parce que c'est tellement facile de ne pas forcément s'imaginer la scène parce que si jamais c'est mal décrit, on peut se dire oula c'est un peu flou, je vois un petit peu ce que notre personnage essaye de faire. En fait tous les combats en arrière-plan, j'arrive pas à me les imaginer parce que je sais pas, c'est mal décrit par l'auteur ou par l'autrice. Et là clairement c'est pas le cas, vraiment que ce soit pour la guerre du pavot ou alors pour La Fureur des Dieux, j'ai adoré suivre les scènes d'action et les bagarres parce que c'était hyper immersif, donc vraiment trop contente de ça. Clairement que le point fort dans cette série c'est l'avancée au niveau des arcs narratifs des personnages. On a vraiment des personnages qui ont tellement évolué depuis le premier tome, c'était hyper intéressant de les suivre, c'était hyper intéressant de suivre l'évolution de leur façon d'être, l'évolution un petit peu de ce qu'ils attendent dans la vie, et clairement le personnage d'Orca c'est l'un de mes personnages féminins préférés de série d'epic fantasy parce que je me suis tellement attachée à elle et c'est incroyable. J'ai vraiment adoré l'évolution de son personnage, beaucoup aimé les autres également, notamment le personnage de Varg, je dirais que c'est mon deuxième personnage préféré dans cette série. Et en fait ils vivent tellement des choses horribles qu'on peut pas ne pas s'attacher à eux, on a juste envie de les aider et leur dire bon ça va aller, tu vas avoir ta vengeance, parce que clairement tous les POV qu'on va suivre c'est toujours une histoire de vengeance, donc ça c'est cool aussi parce que c'est vraiment une thématique que j'adore. Donc ouais, c'était vraiment trop bien, et franchement toute l'histoire qu'il a pu amener au niveau des dieux, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça c'est vraiment abordé beaucoup plus dans le tome 2 et dans le tome 3 que dans le premier tome, donc j'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous avez pas encore commencé cette série, mais vraiment il y a tout un aspect qui est lié aux dieux que l'auteur a amené et que j'ai trouvé hyper chouette parce que on peut se dire que à chaque fois qu'il y a des histoires de dieux dans les séries de fantasy, des fois c'est assez abstrait, et là du coup c'est pas le cas. Je trouve qu'il a réussi vraiment à amener un côté assez terre à terre par rapport à ce côté là, et du coup tout est hyper crédible.
Donc j'ai vraiment adoré tout ce qu'il a pu faire avec cette série, vraiment c'est incroyable. Donc clairement une série que je vais relire. Je suis un petit peu triste de l'avoir terminée, mais en même temps je me dis ça va, j'ai pas non plus lu tous les livres de John Gwynne qui ont été traduits en français, vu que j'ai encore tout le reste de la série du livre des Terres Bannies à lire. Donc ça va, j'ai encore des choses à lire de l'auteur. Ça me rassure d'avoir trouvé un auteur qui va clairement être un auteur que je vais suivre pendant les prochaines années parce que j'adore son style d'écriture. Je trouve que ça se lit vraiment très très bien, très facilement dans l'histoire, dans l'univers, on est vraiment à fond avec les personnages, donc vraiment fait tout ce qu'il faut pour me faire aimer une série de fantasy, donc très contente de l'avoir lu. Franchement j'étais trop bien avec les personnages et en fait j'avais pas envie de terminer le roman, mais en fait il se passe tellement de trucs, tellement d'actions dans le tome 3 qu'on peut pas s'empêcher de tourner les pages parce qu'on a envie de savoir comment ça va se terminer, donc j'ai l'impression de l'avoir lu trop vite. Donc peut-être que je me ferai une relecture de la trilogie, peut-être l'année prochaine, je sais pas trop, parce que j'ai vraiment bien envie de retourner dans cet univers, vraiment je l'aime vraiment beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas à foncer sur cette série. Si jamais vous l'avez déjà commencé, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, mais vraiment je pense qu'il faut avoir un certain affect avec le côté viking et le côté mythologie nordique pour vraiment être à fond dans l'histoire dès le début. Si jamais vous n'avez pas forcément déjà lu ce genre de choses, ou alors que vous n'avez pas forcément regardé de films ou de séries qui parlent de ça, peut-être mettre un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire, mais il y a un glossaire qui explique un petit peu tous les termes à chaque fois qui sont utilisés dans cette série, donc vous allez mettre un petit peu de temps, mais je pense qu'il y a moyen en fait que vous appréciez tout autant cette série là. Donc voilà pour le deuxième 5 star de cette vidéo. C'est pas forcément une surprise. je m'attendais en fait à mettre 5 étoiles à ce titre là parce que j'adore le style d'écriture de l'auteur, j'ai adoré les 2 premiers tomes, donc forcément voilà, c'était pas vraiment une surprise. Du coup la petite déception on va dire, parce que c'est pas un 5 étoiles même si j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce titre là, c'est donc Fantasma de Kaylee Smith. J'ai globalement bien aimé ma lecture. Pour résumer un petit peu la lecture de ce titre là, c'est que c'est vraiment une lecture hyper addictive, on a toujours envie de tourner les pages, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir si notre héroïne va retrouver sa sœur, on a envie de savoir ce qui va se passer au niveau des épreuves de Fantasma, on a envie de savoir si elle va s'en sortir. Au fur et à mesure, on a pas mal d'interrogations sur elle, sur sa vie, sur sa famille, du coup on veut des réponses. Donc vraiment une lecture hyper addictive. La deuxième chose que j'ai adoré dans le roman, c'est l'ambiance. J'ai trouvé que c'était une ambiance très chouette, une ambiance assez creepy comme ça. Il y a clairement des similitudes avec Caraval, mais le côté un peu sombre, le côté creepy, où on a vraiment beaucoup de créatures qui sont amenées, des diables, des ghouls, des fantômes, des esprits, vraiment tout ce côté-là, bien sûr on le retrouve pas dans Caraval. Vraiment propre pour cette série et c'était vraiment très chouette. Je trouvais vraiment que c'était les 2 points forts de cette série-là. J'ai plutôt bien aimé les personnages. Je trouve que le personnage de Blackwell, c'est clairement mon personnage préféré de la série. Parce qu'il amène un petit côté décalé, il amène pas mal d'humour dans le roman et j'ai vraiment aimé sa répartie, notamment vers Ophélia. Donc oui, personnage de Blackwell, vraiment j'ai adoré. Il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu déplu dans le roman. Alors la première chose, je sais pas si je vais être la seule à trouver ça. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu le roman. Mais j'ai trouvé que pour certaines épreuves, la façon dont l'autrice décrivait les épreuves, genre quand Ophélia rentrait dans un portail pour commencer une épreuve, j'ai trouvé que c'était pas clair. En fait, à certains moments, j'ai trouvé que la description des lieux, la description de ce qu'elle devait faire pendant l'épreuve, c'était fouillis et du coup, j'arrivais vraiment pas trop à m'imaginer un petit peu le décor, à m'imaginer ce qu'elle devait faire pendant l'épreuve. Donc oui, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre à certains moments. Je sais pas si c'est vraiment l'autrice qui a décrit ça comme ça et du coup c'est un petit peu fouillis, ou alors si c'est peut-être la trad qui est qui était un petit peu galère à faire à certains moments pour le récit, je sais pas trop. Mais à certains moments je trouve que le récit était pas fluide à certains moments à cause de ça. Et j'ai trouvé également que la romance a pris un TGV. La romance était trop rapide pour moi, qui adore vraiment retrouver des romances slow burn dans les livres. J'étais un petit peu déçue d'avoir une romance qui arrive vraiment très vite et où il y a énormément de scènes de smut. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de scènes spicy dans ce roman, donc j'étais un petit peu étonnée.
on va dire, parce que le livre est quand même pas très gros, il fait que 500 pages et vu que la romance arrive vite, forcément on a vite ce genre de scène et je m'attendais pas à en avoir autant. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment ces choses-là qui m'ont un petit peu déçue dans le roman et qui ne m'ont pas fait donner 5 étoiles au roman tout simplement. Mais vraiment c'est une lecture hyper fun, c'est une lecture où vous allez passer un bon moment parce que ça se dévore, c'est une lecture un petit peu popcorn, c'est une lecture où on a envie de savoir ce qui va se passer, où on est bien avec les personnages, où voilà, on a juste envie de dévorer le roman parce que l'histoire est chouette à découvrir. Ça reste une bonne lecture, c'est juste que c'est pas un coup de cœur comme je l'aurais espéré. Donc voilà pour mes deux petites lectures. Alors je suis vraiment très contente d'avoir donné 2 5 stars dans cette vidéo, donc pour La Guerre du Pavot et pour La Fureur des Dieux, parce que très contente d'avoir eu de nouveaux favoris là pour cette année et je suis très contente également d'avoir lu cette petite briquette que j'ai lu extrêmement rapidement même si c'est un roman de 500 pages. Je vous l'ai dit, c'était addictif et les pages sont pas forcément très grandes, du coup ça se dévore hyper facilement. Donc voilà pour mes petites lectures là pour cette vidéo. Alors avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous montrer 2-3 petits achats que j'ai pu effectuer chez Action hier. Il me fallait pas forcément grand chose de spécial, il me fallait plus des choses pour la maison, genre des sacs poubelles, des épingles à linge parce que mon chat n'arrête pas de me les prendre et de me les casser, ce qui fait que j'avais plus d'épingles à linge. Donc il me fallait des trucs un petit peu basiques et forcément à chaque fois je regarde un petit peu dans les rayons avant d'aller vers les choses que je dois acheter tout simplement. J'ai réussi à me trouver des petites choses assez sympas, j'ai réussi à me trouver un tout petit album photo. J'ai très envie de me faire un album photo, alors je sais pas encore pour quelle thématique, mais j'aime bien faire des petits albums photos par exemple pour tel ou tel événement de la vie. Et j'ai trouvé ce petit album là, il était à 1€ et quelques, donc franchement je me suis dit c'est bon, je vais me le prendre, il va repartir avec moi. Il est un petit peu beige rosé je dirais, avec des petites fleurs comme ça au niveau du bas. Il y a des petites spirales juste ici et l'arrière est comme ceci. Et alors à l'intérieur du coup c'est vraiment que des pochettes spéciales pour mettre les photos dedans. J'aime plutôt bien ce genre de petit album aussi. J'aime bien les albums où on peut par exemple faire un peu de scrapbooking, donc où on colle la photo et on marque des choses à côté, tout ça. Mais des fois j'aime bien juste des albums comme ça où je mets des photos. Donc je suis très contente d'avoir acheté ce petit album. Donc il y a pour 60 photos au total. Voilà. Et après, au rayon papeterie toujours, j'ai craqué pour ce petit truc ici. Voilà, alors il est à l'envers. Voilà, c'est vraiment trop mignon. Je l'ai vu, je me suis dit bon, je vais repartir avec parce que si je le prends pas, je sens que je vais regretter de ne pas l'avoir pris. Donc c'est un truc qui se ferme avec un aimant comme ça. Et en gros, vous avez tous des trucs de papeterie à l'intérieur. Vous avez une sorte de to-do list ici, vous avez comme des petits trucs de notes en fait à décoller juste ici. Et à droite vous avez une grande feuille également de bloc-notes, des tout petits ici et un plus petit ici. Donc ça ressemble à ça et c'est vraiment trop mignon. Je trouvais que pour printemps-été avec ce genre de coloris là, c'était vraiment trop bien. Donc voilà pour le deuxième achat qui n'était pas du tout prévu et qui n'était pas forcément très utile. Et la troisième petite chose que j'ai trouvée, c'est une pince. Alors je galère à trouver des pinces pour mes cheveux, j'en ai une qui est vraiment très grande pour essayer de vraiment maintenir tous mes cheveux, mais j'aime bien également des plus petites pinces pour vraiment juste accrocher mes cheveux par derrière et pas tous les mettre dans ma pince, voilà. Et en fait j'avais cassé mes autres pinces qui restaient chez moi et là j'ai trouvé celle-ci. Elle est un petit peu rose poudrée comme ça avec une sorte de fleur et l'intérieur c'est en doré comme ça. Je la trouve vraiment trop mignonne donc je suis très contente de l'avoir prise. Pour les petits achats chez Action hier, alors j'ai hésité à reprendre des pelotes de laine parce qu'il y avait vraiment un coloris un petit peu parme et que j'aime vraiment beaucoup, sauf que j'ai toujours pas terminé certains projets. D'ailleurs pour ce week-end j'ai très envie de reprendre le projet de ma petite couette. Là vous savez je l'avais démarré en fin d'année dernière et je l'avais mis sur pause alors que je m'étais vraiment explicitement dit je vais enfin terminer mon premier projet en crochet et en fait non j'ai mis sur pause. Donc je vais essayer de le reprendre là ce week-end parce que j'ai très envie de terminer ce projet là avant d'acheter d'autres pelotes et avant de commencer d'autres choses. Parce que j'ai vu une idée de petits plaids en forme d'étoile. J'ai vu passer le pattern en fait sur la chaîne Cathy's Reading parce qu'elle était en train de faire justement une sorte de plaid avec une forme d'étoile comme ça dans des teintes un petit peu
violette, verte et un peu beige je crois, et ça rendait vraiment super bien et j'ai très envie de tester ce pattern là. Parce que je me dis qu'il faut que je termine mon autre projet avant d'en commencer un nouveau, donc je vais essayer de faire ça ce week-end et on verra par la suite si jamais je me rachète des petites pelotes pour faire d'autres projets. Du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je pense normalement qu'il va y avoir une vidéo dimanche puisque j'ai été vraiment assez occupée en ce début de semaine, donc il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne mardi, donc il va y avoir une autre vidéo dimanche et normalement on reprend le rythme, je croise les doigts la semaine prochaine, on reprend le rythme des vidéos mardi et vendredi si tout va bien. Donc là aujourd'hui le petit vlog et dimanche une prochaine vidéo qui sera du coup mon book haul récapitulatif du mois de mai. Bon du coup moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.